On regardait pas l'impact de ce que mangeait la maman, on regardait l'impact de ce que les sols et les poules et les vaches, mangeaient sur la santé, pas de la maman, mais l'avenir du bébé au travers de Oui. son microbiote et de la composition du lait. Et non, c'est pas les mêmes microbes qui passent du sol au lait maternel, mais c'est toute cette composition qui change. C'est quand même assez fabuleux. La composition du lait maternel, il avait 75% d'oméga 3 de plus. C'est le cerveau du bébé, hein, 75%, c'est pas rien. Puis la biblio sur composition du lait en oméga 3, puis développement psychomoteur, elle est épaisse de ça. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Pierre Weil, pour, une nouvelle interview. Bonjour Pierre, merci d'être avec moi, je suis ravie de vous recevoir ici. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Avant qu'on commence, alors peut-être que certaines personnes ne vous connaissent pas encore, donc pour vous, présenter, vous êtes, ingénieur agronome de formation, et vous êtes aussi docteur en biologie santé. Est-ce que vous êtes toujours titulaire de la chaire, aliments et bien manger à l'université de Rennes? Toujours, oui, oui, oui. OK, super, et vous avez notamment créé le mouvement Bleu Blanc Cœur, donc c'est peut-être que là que les personnes vous connaissent à travers ce label, qu'on peut retrouver sur, des aliments, courants, des aliments bruts qu'on trouve dans nos magasins. Donc vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est, ce label. Vous avez aussi publié un livre donc que j'ai lu avec attention et vraiment je le recommande. Il est vous voyez, il est très annoté, mais je l'ai vraiment trouvé, super et très accessible. Le titre: «Une seule santé, enquête sur les sols, où nos maladies prennent racine». Voilà, j'espère qu'on le voit dans le bon sens. Donc vous avez un parcours très inspirant. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, en quoi vous êtes arrivé à parler de la santé des sols en lien avec la santé des animaux et puis la santé des humains? Il y a quelques décennies déjà, à une époque où on ne parlait pas du tout de cette approche, causale de la santé. Donc qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à arriver à cette approche-là? Non, faudra m'arrêter, hein. Je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails, mais comment dire ça? J'ai eu mon diplôme d'ingénieur agro, c'était en 78. Je suis un pur produit de l'enseignement agricole et agronomique des années 70. À l'époque, c'était un monde, je me souviens de mon papa quand je lui avais dit que j'allais me lancer dans des études agricoles, qui m'a dit, voilà, c'est bien parce que les gens auront toujours besoin de manger. On était dans une époque de famine, enfin de famine, et on voyait des images de famine. Le monde mangeait pas à sa faim. Il y avait que 2 milliards d'habitants sur Terre, mais je crois que la moitié mangeait pas à sa faim à l'époque. C'était OK. un peu la révolution verte qui a fini par nourrir tout le monde, un monde qui maintenant, je sais plus, 7 ou 8 milliards d'habitants. Et puis notre seul souci, c'était de nourrir le monde. Et maintenant, quand je rencontre les étudiants à l'université de Rennes, je leur dis: «Vous avez une chance incroyable. Nous, il fallait juste nourrir le monde. Vous devez toujours nourrir le monde, mais vous devez, préserver le climat, s prendre soin de la biodiversité, s'occuper du bien-être animal, prévenir les maladies de civilisation». Nous, on pensait pas à tout ça. Donc c'était l'époque où, pour ceux qui connaissent le monde agricole, on parlait de quand j'ai commencé à bosser dans les années 80, l'idéal, c'était le club des 100 quintaux, faire 100 quintaux de blé à l'hectare, 10 000 litres de lait par vache. C'était ça les modèles. Et puis au fil du temps, j'ai commencé, moi je suis originaire d'Alsace, du Haut-Rhin, puis je suis arrivé en Bretagne parce que j'étais spécialisé dans l'élevage. Et c'était, je suis arrivé en 1980, c'était un peu le pic de l'intensification agricole. Il y Mmh. avait des petites choses qui semblaient dérailler quand même. Pour donner un exemple qui est très loin de la santé humaine, mais les vaches, quand j'étais gamin, pour qu'une vache fasse du lait, il faut qu'elle ait un veau. Et une vache, ça faisait 6, 7 veaux dans sa vie. Euh, La fertilité des vaches baissait tellement qu'aujourd'hui, une vache, ça fait à peu près 2 veaux dans sa vie maxi, puis après, elle va faire du beefsteak. Ouais, Mmh. elle est plus bonne à faire du lait. Donc on épuisait les vaches, on épuisait un peu les sols aussi. Enfin, 1er gars que j'ai peut-être un marqueur d'un changement d'orientation pour moi. C'était un garçon qui était jeune à l'époque, qui est producteur de blé, qui me disait: «Je laboure plus». Je dis: «Bah, pourquoi tu laboures pas?» Parce que moi, j'étais fasciné par le labour. C'est beau, si vous avez déjà vu un champ labouré avec les sillons là. Oui. Je pense que le gars qui avait inventé le versoir là, quand la terre se retourne, il mérite un prix Nobel, c'était magnifique. Et on avait tous appris à l'école que, quand tu labourais, d'abord tu détruisais les mauvaises herbes et puis aussi tu minéralisais la matière organique du sol et tu avais plus de rendement en blé ou en maïs l'année d'après. Et lui, il me disait: «Oui, je sais, mais si je laboure pas, si je laboure tous les ans, je vais finir par perdre de la matière organique de mes sols qui en contiennent pas beaucoup et je vais perdre la fertilité des sols. Puis la fertilité des sols, la fertilité des vaches».
des gens qui raisonnaient à 10 ans, en disant il y en avait d'autres. Il y avait aussi des éleveurs qui me disaient, moi, tu sais, je nourris pas mes vaches pour qu'elles fassent du lait. Je nourris mes vaches pour qu'elles soient en bonne santé. Si elles sont en bonne santé, elles me donneront du lait. Et ces Mmh. gens-là ont marqué, je voyais des excès et leurs effets. Et du coup, je me suis intéressé à des choses de long terme, ce qu'en médecine, on appelle de la prévention, en médecine, en agriculture aussi, de la prévention. Un truc qui m'a frappé, enfin, qui frappe toujours quand il y a des médecins de bleu-blanc-cœur qui rencontrent des paysans de bleu-blanc-cœur. Ils sont toujours épatés parce qu'un paysan dit pas je vais nourrir mes vaches, il dit je vais les soigner. Mmh. Je vais soigner mes vaches ou je vais soigner mes cochons. Et c'est cette vision de dire l'alimentation fait partie des soins et l'alimentation doit être un acte de prévention santé pour s'occuper de la santé du troupeau ou de ses terres, eh ben, ça m'a profondément marqué pour la suite de ma vie professionnelle. Mmh. Oui, alors qu'on va pas du tout, nous, en général, dans le magasin pour faire nos courses en se disant, «Je vais me soigner, je vais prendre ci pour, je sais pas, la carotte pour la vitamine A, je vais prendre du saumon pour, les oméga 3». On n'a pas trop cette approche-là en général. Non, mais on est, bon, c'est assez, ben, moi j'ai fait à l'université de Rennes, là, on a la chaire que j'ai montée, là, qui s'appelle Aliments et bien manger, elle a une particularité. Et que la multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'on fait des sciences dites dures, de la nutrition, de la chimie, et cetera, mais on fait aussi des sciences dites humaines et on fait notamment de l'économie expérimentale et on a des sociologues, et il y a un truc qui me je au fil du temps, il y a des choses, je dis: «Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt?» C'est ce que vous dites, quand on fait les courses, on pense pas à ça. En fait, on pense à Mmh. quoi quand on fait les courses? Moi, je suis surpris, j'ai été pendant 7 ans président d'un pôle de compétitivité, qui est un organisme semi-public où on labellise des innovations qui sont financées pour des produits alimentaires. Et il y avait des produits magnifiques, des produits, qui tenaient compte de tout ce dont on doit tenir compte, de la santé, de l'environnement, du revenu du producteur, et cetera. Ils restaient généralement 3 mois dans les magasins, puis ils disparaissaient et on voyait les gens se ruer sur le dernier biscuit Nutella ou Oreo. Mmh. Et c'est marrant parce que les gens qui construisaient ces produits-là, ils faisaient ce qu'on appelle des panels consommateurs. C'est-à-dire qu'ils faisaient venir des consommateurs, moi j'aime pas le mot consommateur, hein, je préfère le mot mangeur, mais ils faisaient venir des gens, ils disaient: «Qu'est-ce que vous voulez?» Tout le monde veut du bio, du local, là ils pensent à leur santé, ils pensent à la santé de la planète, ils pensent à la santé de leurs enfants, et puis quand ils sont dans le magasin, ils font plus ça. Ils sont pas schizophrènes, c'est simplement qu'on est, je le raconte comme ça, on est omnivore. C'est une caractéristique biologique de l'espèce humaine. Si on était des koalas ou des pandas, on se poserait pas de questions, on mangerait que des feuilles d'eucalyptus ou des pousses de bambou. Nous, on peut manger de tout. On peut être, si on est inuit, on peut se nourrir exclusivement de produits animaux parce qu'il y a rien d'autre, il y a rien qui pousse sur la banquise. Si on est au contraire indien, on est végétarien et on mange aucune protéine animale sauf du lait et des œufs. On peut s'adapter à tous les environnements, sous des contraintes. Alors les contraintes que je viens de citer, c'est des contraintes géographiques. Mmh. Aujourd'hui, les contraintes, on est dans un monde d'abondance, hein, en matière alimentaire. On n'est plus, les années 70, on n'est plus dans un monde de famine. On est dans un monde où il y a encore des gens mal nourris ou peu nourris. Mais en Occident, en tout cas, on est dans un monde d'excès, de pléthore. Et les Oui. contraintes, au moment de faire ses courses, c'est des contraintes, dans ce qu'on voit, il y en a essentiellement 2. C'est des contraintes de temps et des contraintes d'argent. Si je suis Mmh. une famille, on va dire une mère de famille monoparentale et que j'ai 2 enfants à nourrir, je prends cet exemple-là, c'est un exemple vrai. Il faut que j'ai 1000 kilogrammes, que j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux dépenser 1000 kilocalories, enfin pour avoir 1000 kilocalories, je peux dépenser 4 € pour acheter un burger de supermarché ou je peux acheter 5 kilos de tomates qui vont me coûter de 15 €. Et puis Oui. ma petite fille va pas vouloir les manger, puis il faut les cuisiner, puis je vais en perdre la moitié. C'est des contraintes, c'est caricatural ce que je dis, mais forcément, quand on fait les courses, les contraintes de temps, qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi si j'ai qu'un quart d'heure pour faire à manger? Combien je vais dépenser, sachant que ce soir, c'est un étudiant qui me disait que je voyais arriver avec un paquet de tacos premier prix, pour démarrer un cours de nutrition. Et quand on me fait le reproche, il me disait: «Tu sais, ce soir, c'est moi qui paye la tournée de Morito et c'est un choix, mais socialement, c'est plus important pour moi d'être avec mes copains, mes copines ce soir, c'est des choix d'argent, c'est des choix de temps». Et du coup, ces contraintes-là prennent le pas sur les autres. On pense pas aux oméga 3, aux céréales complètes ou aux fibres quand on peut y penser,
mais ça passe après le reste. Oui, on est pris aussi dans les contraintes du quotidien et effectivement financières ou bien, de temps et ça, le temps, c'est on sait que aussi dans notre société, on en a peut-être, je sais pas si on a moins qu'avant, mais en tout cas, on en a pas beaucoup et on a une, charge mentale parfois un peu Bon, voilà, on en a débordante. autant qu'avant, mais on l'utilise à tellement de choses, autres. Alors Oui, c'est les pas je 24 heures dis sont pas toujours ça, là. c'est pas un discours, pessimiste, hein. Je dis pas on peut rien faire. Je dis au Mmh mh. contraire, il faut faire beaucoup de choses, mais il faut tenir compte de ces contraintes-là et avoir des discours un peu culpabilisants ou élitistes en disant: «Non, non, il faut passer 2 heures, pour cuisiner tous les jours et puis aller au marché pour faire». C'est ce qu'il faudrait faire, mais on vit pas dans un monde idéal. Il faut, si on veut changer le monde, bon, quand on est jeune comme moi, on a toujours envie de changer le monde, donc si on veut changer le monde, faut intégrer les contraintes, sinon on n'y arrivera pas. Mmh. Oui. Oui et c'est exactement ce que vous avez, fait, j'allais Mmh. dire essayer de faire, mais vous l'avez fait. Donc au fil de votre, carrière, vous avez, beaucoup côtoyé, je crois, les agriculteurs pour comprendre comment eux approchent, la santé de leurs animaux, qu'est-ce qu'eux mettent en place et d'ailleurs, donc vous avez observé, je pense, pas mal de différences, chez les agriculteurs qui, soignaient leurs bêtes, comme vous disiez. Vous avez côtoyé ces agriculteurs et puis ensuite vous avez, vous êtes dit: «Mais finalement, il y a peut-être, un lien aussi avec, la santé, des sols et la santé humaine». Il y a vraiment ce continuum, ce lien, que vous avez, établi au fil des années, hein. Ça s'est pas fait, je crois, en un claquement de doigts. Et vous êtes arrivé à la création du label Bleu Blanc Cœur. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce qu'est le label Bleu Blanc Cœur? Et en remontant la chaîne, qu'est-ce qui se passe chez les agriculteurs qui fournissent, j'aime pas trop ce terme, mais qui fournissent les produits pour le label Bleu Blanc Cœur? Alors je peux expliquer un peu la genèse de tout ça? Parce que je Oui, oui, bien sûr, bien sûr. me suis pas réveillé un matin en disant que, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de One Health, là, de santé unique. Ça a été petit à petit, tout à l'heure je parlais de la santé des sols, de la fertilité des vaches. Un jour, on s'est dit, en gros, ma première étape dans la vie économique, c'était de créer une société en 92, une compagnie qui s'appelle Valorex, qui existe toujours. Moi, j'y suis plus Mmh mh. depuis un moment. Et à l'époque, j'étais pour des raisons agronomiques, je trouvais pas bien pour la santé des sols de produire, beaucoup en France, beaucoup de blé, beaucoup de maïs. En France, il y a 14 millions d'hectares, labourés. Mmh. Blé plus maïs, c'est les 2 tiers des surfaces cultivées. Vous rajoutez 2-3 cultures, importantes et nutritionnellement pas forcément idéales. Vous rajoutez l'orge, les pommes de terre, les betteraves. Tu as 7 cultures qui font 92 des surfaces. Et Mmh mh. au lycée agricole, on t'apprend qu'il faut faire des rotations, des longues, qu'il faut introduire des têtes d'assolement, des légumineuses qui captent, enfin qui savent utiliser l'azote de l'air pour mettre moins d'engrais azotés et cetera. Et je trouvais pas bien qu'on fasse blé, blé, maïs, maïs et puis qu'on importe les protéines, du Brésil, du soja, des légumineuses. C'est intéressant, mais ce serait mieux si on le produisait chez nous. Avec 5 collègues, on a créé cette société en disant: «On va mettre en place des filières pour valoriser des protéines locales, des légumineuses locales». Donc c'était le pois, la févrole, le lupin et puis on a rajouté le lin parce que dans la région où on était, historiquement, il y avait du lin et on s'est rendu compte, on mettait ça en place chez les agriculteurs, on achetait les graines, on les cuisait et on les revendait pour les utiliser à la place du soja en nutrition animale. Et la première, je m'appesantis un petit peu là-dessus, c'est un peu technique, mais la première publication dans la presse scientifique, que j'ai signée, c'était en 94 et c'était une étude avec l'INRA où on comparait, des vaches qui mangeaient du maïs, comme toutes les vaches, l'hiver, mais complémentées soit avec du soja, soit avec ce mélange de graines et notamment avec des graines de lin. Et donc on a mesuré, tout est parti de là, hein, tout est parti de cette étude. Moi, j'ai coutume de dire que quand tu fais de la recherche, tu poses une question de recherche, quand tu fais un essai, à la fin, tu as une demi-réponse et 10 nouvelles questions. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que, on voulait voir si les vaches fécondaient mieux. Effectivement, elles fécondaient mieux, elles prenaient le veau, 14 jours plus tôt, ce qui était beaucoup, surtout que c'est un truc très multifactoriel, la fertilité. Mmh mh. Elles mangeaient moins, elles produisaient autant et elles reprenaient du poids. Et une stagiaire de l'INRA m'a dit: «Mais tu sais, c'est peut-être la fécondité là, elle mange moins, donc il y a pas de raison qu'elle produise autant, il y a pas de raison qu'elle féconde mieux. Sauf que dans tes graines de lin, là, il y a des acides gras qu'on appelle oméga 3,
qui participe à la synthèse des prostaglandines. En fait, le copain de cette fille faisait une thèse de médecine sur les oméga 3. Et le fait qu'elle mange moins et qu'elle produise autant, un chercheur de l'INRA m'a expliqué, bah oui, c'est connu depuis longtemps, quand on met des acides gras oméga 3, c'est la première fois que je croisais les oméga 3 théoriquement, parce que sinon je les croisais tous les jours, parce qu'il y en a plein dans l'herbe, il y en a plein dans le lin, il y en a plein dans la luzerne. Les oméga 3 dans la panse des vaches, et quand la vache les digère, ils dégagent moins de méthane. Et là, tu dis, les gens qui avaient le prix Nobel sur les oméga 3, c'était en 82. Le premier rapport du GIEC, je crois que c'était en 92. Et nous, on était en 94. Donc ça, c'était récent. Et assez vite, on a posé une hypothèse de dire, mais peut-être qu'un certain nombre de problèmes, qui soient climatiques ou qui soient nutritionnels, ça peut être lié au fait qu'on ait changé ce que mangent les vaches, les poules, les cochons. Puisque dans l'alimentation des Français, les 2 tiers des lipides, encore aujourd'hui, hein, on parle de végétalisation de l'alimentation, mais on en est encore assez loin. Les 2 tiers des lipides qu'on consomme, c'est des lipides animaux. Et c'est les lipides des fromages, du beurre, des œufs, des viandes, des poissons, et cetera. Peut-être que chaque fois qu'on a passé un animal de l'herbe au maïs, l'herbe qui est très riche en oméga 3 et le maïs qui est très riche en oméga 6, ben peut-être qu'on a changé un petit peu l'alimentation de l'homme à son insu. Et cette hypothèse-là, à cette époque-là, internet existait peut-être, mais je savais pas m'en servir, donc j'allais à la bibliothèque de l'Agro à Rennes et je commençais à lire des trucs sur les déficits en oméga 3 dans la population française, que c'était important en termes de santé publique. On pose cette hypothèse et puis on essaye de la valider. Puis là, c'était une période fantastique pendant 10 ans. On a fait des études, avec des poulets, avec des poules pondeuses, avec des escargots, et mais ça a intéressé tous les labos de l'INRA. On a publié ça et on est arrivé à la conclusion que finalement, on pouvait améliorer la santé de l'homme à partir de la santé des animaux, en améliorant la santé des animaux avec des mécanismes au-dessus qui sont des mécanismes de maîtrise de l'oxydation et de l'inflammation, hein, qui sont communs à tous les animaux et qui sont liés à ce rapport oméga 6, oméga 3 et puis à la teneur des plantes en antioxydants, donc au mode de production agricole. Et on est arrivé à faire une étude clinique où on a montré, on en a fait 7 après, que la variable expérimentale, c'est juste le mode de production et l'alimentation des animaux. Eh bien, on arrive à améliorer des marqueurs de santé chez l'homme. Et la création de Bleu Blanc Cœur, c'est né de c'était la genèse de tout ça. On avait une base scientifique pour dire, il faut changer les choses, et le moteur de la transition agroécologique, environnementale, ça peut aussi être un moteur nutritionnel en en offrant, ou en tout cas en justifiant un bénéfice nutritionnel, un bénéfice santé pour les mangeurs qui consommeraient ces produits-là. Et on avait une boussole, je vais m'arrêter là, une espèce de boussole qui permettait à la fois aux producteurs de dire: «Voilà, un œuf bleu blanc cœur, c'est pas un œuf standard et il faut le mesurer, donc tu peux le mesurer. Une tomate bleu blanc cœur, c'est pas une tomate standard», et une boussole pour le consommateur aussi qui sait quelle est la qualité analytique, nutritionnelle du produit qu'il achète. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est Bleu Blanc Cœur pour les personnes qui connaissent pas? Je crois que c'est le seul label au monde qui a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez un œuf bleu blanc cœur, il a pour obligation de résultat d'avoir, un rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 5, alors qu'un autre œuf du commerce, quel qu'il soit, hein, il a un rapport oméga 6 sur oméga 3 qui se situe entre 15 et 30, ce qui est moins bien sur le plan nutritionnel. Oui, parce qu'on Heu, doit être à peu près à un ratio de 1 pour, 3, hein, 1 pour 4, ça dépend, oui, entre c'est 1 et ça. 2. Oui. Les œufs bleu blanc cœur, ils sont à 4 sur 1, ce qui est grosse 4 oméga 6 pour un oméga 3, ce qui est un petit peu l'idéal, nutritionnel. Alors si je pars de là, je veux dire, pourquoi est-ce qu'une poule, qui pond des œufs bleu blanc cœur, elle a pas le même rapport oméga 6, oméga 3 dans l'œuf? Bah, parce qu'elle mange pas la même chose. Il y a un proverbe breton qui dit, «C'est par le bec que pond la poule», mais c'est la qualité de l'alimentation qui fait la qualité de l'œuf. Moi, je vais pas imposer, le label n'impose pas aux producteurs, telle ou telle alimentation ou tant de mètres carrés par, poule. Ce sont que des œufs plein air parce que la gouvernance de Bleu Blanc Cœur souhaite que ce soit des œufs plein air. Nutritionnellement, elle impose cette qualité nutritionnelle, qui est obtenue par le fait que les poules ne mangent pas que du maïs et du soja,
Elles peuvent manger un peu de soja, elles peuvent manger un peu de maïs, mais elles peuvent pas manger les quantités de maïs et de soja que mangent les poules, standards. Même si c'est du maïs, label rouge ou du soja bio, peu importe. Après l'éleveur, il peut choisir de mettre, du lin, de l'herbe, de la luzerne, de baisser le maïs, de pas mettre de soja, c'est son choix. Nous, ce qu'on lui impose, c'est que ce soit des œufs plein air, et c'est qu'il y ait pas de soja d'import, qu'il y ait pas d'huile de palme ou d'additifs, de synthèse, des choses comme ça. Mais la clé, c'est l'obligation de résultat. Et l'obligation de résultat, c'est la mémoire du mode de production. Aujourd'hui, je vous disais qu'on était le seul label au monde à faire ça, mais il y a une espèce de mouvement de fond notamment aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, parce qu'il y a eu des exagérations ou des malhonnêtetés, et on travaille notamment avec un prof d'université américaine qui a découvert Bleu Blanqueur et en Californie. Et il travaillait aux États-Unis. Il y a beaucoup de viande vendue avec un label grass-fed, nourri à l'herbe, du bovin nourri à l'herbe. Puis il s'est rendu compte que quand il analysait la viande, les bovins, ils avaient vu l'herbe de loin, quoi. Comme des poules Mmh. plein air peuvent voir l'herbe d'un peu loin aussi. Et oui, il a commencé à analyser ça, puis il s'est rendu compte quand il a beaucoup publié, qu'en analysant la viande, il pouvait dire exactement comment le bovin avait mangé et comment il avait été nourri. Et les 2 axes qui sont des axes clés en matière de nutrition, c'est un axe inflammation, donc le rapport oméga 6, oméga 3 de la viande. Il Mmh. a analysé des viandes, avec l'étiquette grass-fed qui avait un rapport de 25 oméga 6 pour 1 oméga 3. Ces Oui, donc on bovins-là, n'y était pas du tout. ils étaient pas vraiment grass-fed ou alors c'était une drôle d'herbe. Il y a un autre axe qui est l'axe, oxydation. Un bovin, qui est nourri avec, plus il aura d'herbe et plus cette herbe sera diverse, issue de prairies, plutôt permanentes avec beaucoup d'espèces, plus il y a de ces antioxydants de l'herbe qui passeront dans la viande et qui vont l'enrichir en un certain nombre d'antioxydants. Et aujourd'hui, tu peux pas dire: «La viande de bœuf, elle est comme ça» ou «La tomate, Mmh. elle est comme ci et l'œuf, il est comme ça». Ça dépend vraiment du mode de production de la tomate, de l'alimentation du bœuf, de ce qu'a mangé la poule, et Oui, ça, on n'en a pas forcément conscience, en fait, je pense dans l'inconscient. Enfin, dans je veux dire l'inconscient collectif ou dans la pensée de la plupart des personnes, c'est, finalement une tomate, c'est une tomate, un œuf, c'est un œuf et c'est vrai qu'en nutrition, on demande beaucoup, «Est-ce que je peux manger des œufs? Est-ce que c'est bon ou pas pour la santé?» Donc finalement, là, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas juste l'œuf en soi, c'est vraiment la qualité de l'œuf, la qualité de la viande qui va déterminer est-ce que ça va être bon ou pas pour notre santé. Je vais vous parler des tomates. Parce que ce matin, j'ai reçu les analyses de l'université. On a un labo qui travaille là-dessus et ils ont analysé les tomates de mon jardin. Je suis très content de voir ça. C'était rigolo. En fait, on est parti de toujours pareil. On dit les tomates, c'est riche en lycopène et en vitamines. C'est vrai, c'est bien les tomates. Puis c'est important de s'intéresser aux tomates parce que on en consomme quand même une vingtaine de kilos en fruits, Mmh. ou encore une quinzaine de kilos à côté, sous forme de sauce tomate, ketchup, pizza, et cetera. Donc c'est important. Et depuis quelques années, on s'est intéressé à 90 des tomates qu'on consomme en France, elles viennent de serres où les tomates sont produites, hors sol. Elles voient pas le sol. En fait, elles poussent sur des substrats, qui sont des substrats de laine de roche. Elles sont très bien nourries, parce qu'elles sont, tout est analysé, tout est contrôlé, il y Mmh. a pas de pesticides parce qu'il y a pas de sol, donc il y a pas de risque de Oui. contamination. Et puis il y a un liquide, nutritif qui passe et qui nourrit ces tomates les plants peuvent faire 20 mètres de haut, hein, c'est des grosses productions. Et il y a un producteur de tomates qui s'est dit, «Bon, c'est très bien, c'est des systèmes très maîtrisés, très productifs, mais j'aimerais recréer un lien avec le sol». Alors quand je raconte ça, quand vous dites qu'on n'a pas conscience, quand j'ai raconté qu'on s'est intéressé aux tomates de pleine terre, tout le monde m'a regardé en disant: «Bon, parce que les tomates ça pousse pas dans la terre». Ben non, les tomates généralement, ça pousse pas souvent dans la terre. Et on a comparé des tomates de pleine terre, les mêmes tomates, au même endroit, mais soit hors sol, soit en pleine terre, avec, en pleine terre, en sol vivant, parce que tu peux avoir aussi des sols qui sont morts, mais là, c'était des sols vivants, il y avait beaucoup de matière organique, il y avait beaucoup de lombriques, il y avait beaucoup d'activité dans le sol, et on envoie les tomates, hors sol ou sol vivant à l'analyse, dans un labo INRA, et ça nous revient.
C'est intéressant comme histoire, complètement contre-intuitif. Les tomates hors sol sont au moins aussi bonnes, voire meilleures que les tomates de pleine terre. Et on avait regardé le lycopène, on avait regardé le bêta-carotène, on avait regardé la vitamine C, enfin tout ce qui est censé faire la qualité des tomates. Et j'en parle avec mes copains chimistes de l'université, je leur dis, ça me choque, c'est pas, bon, faut admettre les résultats, mais la biologie, c'est compliqué, c'est plus compliqué que la chimie. Et peut-être que la complexité de la vie du sol, les tomates qui sont nourries en hors sol, c'est un peu comme si nous, on était nourris avec des compléments alimentaires. Oui. C'est-à-dire qu'on peut acheter des oméga 3, de la vitamine C, de la vitamine D, et cetera. On n'en manquera pas. Mais je pense que c'est pas que de la, enfin, vous allez voir, ça devient de la chimie, mais ça commence par être un peu de la philosophie. Il y a une telle complexité de la vie du sol avec tout ce qui se passe dans le sol, avec les champignons qui vont aller mobiliser des oligo-éléments, des minéraux qui se nourrissent avec le sucre que leur donnent les plantes, qui elles font de la synthèse chlorophyllienne, avec les vers de terre qui brassent, qui creusent des racines, des galeries pour les racines, avec les bactéries les azotobactères là, qui vont se mettre dans les galeries des vers de terre pour utiliser l'azote de l'air. Il y a toute une richesse, tout un tas de synthèses qu'on doit voir dans la plante, mais on la voit pas si on analyse que la vitamine C ou que le Mmh. bêta-carotène. Et donc, on développe des méthodes analytiques où on regarde des pics qui sortent et on dit, tiens, c'est sympa. On a des signatures biologiques, c'est pas les mêmes. Alors, on a déjà une carte d'identité de la tomate. Et la tomate, c'est comme le bœuf de Lucas Krusinski, là, qui est grasse-fed sur l'analyse, mais qui a jamais vu l'herbe. Oui. Euh, on peut voir si la tomate, elle est hors sol ou si elle est sol vivant. Donc, ça nous intéresse. Et puis, on se dit, mais bon, il y a plein de molécules, mais est-ce que ces molécules ont un intérêt nutritionnel? Et là, quand on connaît un peu la chimie, c'est le côté obscur, je dirais, de la nutrition. On connaît quelques molécules, mais les molécules des plantes, là, ces molécules, ces nutriments d'intérêt ou de pas d'intérêt, je sais pas. Il y a aussi des poisons hein, dans les plantes. Mmh. Euh, On n'en connaît pas 10%. L'ensemble quand tu regardes la cartographie ne serait-ce que des polyphénols, t'en as une infinité. Enfin, c'est incroyable. Et donc, on essaye de regarder l'activité et on mesure l'activité antioxydante, ce qui est quand même important, de ces pics. Donc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas mettre un nom dessus, mais on sait mesurer et on a publié qu'il y a 30% de capacité antioxydante de plus dans les tomates sol vivant versus tomates hors sol. Même rendement, même moment, etc. Donc, c'est bien, on est content. Et on le fait plusieurs années de suite. Ça marche, on va le republier. Et hier, j'ai eu l'idée, j'ai une petite serre dans mon jardin. On va analyser mes tomates. Et elle m'a envoyé ce matin, elle me dit, il y a des pics qu'on voit pas ailleurs. Donc, je suis content parce que, évidemment, quand tu cueilles des tomates dans ton jardin et que tu essayes de les manger, les tomates, elles sont quand même meilleures que les autres. Ah oui, il y a pas Là, il y a photo. la densité nutritionnelle, c'est aussi la densité sensorielle. C'est-à-dire que plus tu as de variété, mais plus tu vas avoir de cofacteurs de réactions enzymatiques qui vont te fabriquer des petits trucs un peu labiles, qui vont faire le goût, Et tout à l'heure, je vous parlais des contraintes. Quand on choisit ses aliments, il y a bien un truc qui est clé quand même, c'est le goût. Alors, objectiver le fait que les tomates de mon jardin, je sais comment je les produis, c'est pas des variétés, les variétés n'existent pas, hein, c'est des variétés que j'achète dans des jardineries. Bah, qu'elles soient effectivement meilleures, peut-être parce que le moment où je les cueille et le moment où je les mange, c'est pas elles ont pas le temps de s'oxyder et de consommer Oui, leurs micronutriments. Mais l'objectiver par l'analyse, c'est vraiment important. Et je pense que Bleu Blanc Cœur, c'est ça, c'est mesurer une qualité. Et mesurer une qualité, c'est une boussole pour le producteur parce que et je vous donnais l'exemple des œufs et l'exemple du lait aussi, enfin, de tous les aliments. À partir, la vie du sol, c'est tellement compliqué oui. que les agronomes de l'université disent, ouais, pour mesurer la vie d'un sol, faut au moins 1000 critères. Ben, on va pas mesurer 1000 critères. Mais si tu mesures la qualité de la tomate qui a poussé sur le sol, la qualité du lait produit par la vache qui a consommé l'herbe de cette parcelle, eh ben, tu as une boussole pour le producteur et ça marche. Et ils sont contents. On leur impose pas des milliers de trucs. On leur impose Mmh. une qualité. Puis à eux, parce qu'ils connaissent leur sol, ils connaissent leur vache, ils connaissent de trouver la meilleure façon de faire avec un cadre, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de trouver la qualité. Puis c'est une boussole pour le consommateur. Parce que lui aussi, quand il va acheter ces tomates-là, ou ces œufs-là, ou ce lait-là, ben, il sait qu'il aura le rapport oméga 6, oméga 3, ou la quantité d'antioxydants.
ou le maxi de graisse saturée si c'est du lait, qui vont faire la différence et puis il y a le goût qui va avec, donc c'est plutôt sympa de d'imposer une obligation de résultat qui convient. Oui, exactement. Au moins, on sait, effectivement, on sait que si on achète, un label bleu blanc cœur, une viande, un œuf, on a, une certaine quantité qui est garantie d'oméga 3 et Ouais. il y a tellement une épidémie, de carence en oméga 3 depuis, quelques décennies qu'on voyait pas avant, hein, d'ailleurs. Est-ce que pour vous, ça s'explique, par, justement ce changement de mode de production où on a donné beaucoup plus de maïs, de soja, aux bêtes? Alors c'est oui, incontestablement, c'est un facteur. Il y en a d'autres. Mmh. Heu, on vient de finir, on va le présenter, dans 15 jours, une étude, clinique à l'université aussi, où on a pris, 100 personnes, représentatives de la population d'Ille-et-Vilaine. On Mmh mh. les a soumis à 4 questionnaires, des questionnaires de comportement alimentaire, d'activité physique, d'anxiété, des questionnaires de qualité de vie. Enfin, en gros, comment je mange, comment je me comporte, comment et on leur a fait des prises de sang, on a mesuré tout ce qu'on peut mesurer dans le sang, bilan lipidique, glycémique, la CRP, le glucose et cetera et on a mesuré tous les acides gras du sang et on a mesuré la capacité antioxydante du sang comme on la mesure sur les tomates, hein et Mmh. les acides gras comme on les mesure dans l'œuf ou le lait et on a déterminé quelle était la quantité d'oméga 3 dans les globules rouges, de cette population représentative de l'Ille-et-Vilaine et puis on a croisé ça avec des stratifications sur l'âge, le sexe, le comportement alimentaire et cetera et j'ai une réponse à votre question. Alors en gros, il faudrait avoir d'après les spécialistes, à partir de 7 d'oméga 3 dans les globules rouges, on c'est un niveau considéré comme protecteur. D'accord. On on est à 5,6 en Ille-et-Vilaine, on est en dessous. On est à 11 en Corée ou au Japon. Il y a eu des études populationnelles importantes. Au Canada, ils ont regardé sur toute la population, ils sont à 4,5. En République tchèque, ils sont à 3,5, donc on est mieux que les Tchèques, mais on est quand même moins bien que les Coréens ou les Japonais. Alors on n'a pas les mêmes modes de consommation. Puis après, quand on stratifie, la population la plus à risque chez nous, celle qui a à la fois les niveaux d'oméga 3 les plus bas, mais c'est corrélé, à l'âge. C'est-à-dire que plus ils sont jeunes, plus le niveau est bas. Donc il y a aussi des habitudes alimentaires, c'est corrélé. Alors là, je sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais en gros, la population qui a le moins d'oméga 3, c'est aussi la population qui est la plus jeune, qui a le moins de vitamine D, donc qui s'expose le moins au soleil, qui a moins de d'ac qui fait le moins d'activité physique, qui a le plus de problèmes de, comportement alimentaire ou de relations sociales et cetera. Tu vois apparaître une population à risque qui bizarrement est jeune, hein, est plutôt masculine et jeune et c'est Mmh. inquiétant, quand tu entends après à la radio qu'on s'inquiète de l'explosion des cancers à 40 ans ou 20 même ou du diabète à 35 ans. Enfin, c'est des choses qui arrivaient pas avant. Évidemment, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, quand tu es étudiant, que tu as 20 ans, tu te préoccupes pas du cancer que tu risques d'avoir à 70 ans. Tu te préoccupes pas, des problèmes de d'Alzheimer que tu auras à 80 ans. Mais c'est là que Oui. la résistance se construit et pour répondre à votre question, il y a 2 choses. Nous, à Bleu Blanc Cœur, on a essayé de répondre à une question: est-ce que la est-ce que la composition des aliments a changé, peut être responsable de quelque chose? Oui, le producteur a son rôle, le mangeur a son rôle aussi Mmh. et il y a aussi tout un tas de choses et vous y contribuez, l'éducation nutritionnelle, la sensibilisation, c'est hyper important. Il faut vraiment s'adresser, j'espère qu'on est en train de le faire, à des populations jeunes parce que on le voit dans notre étude. Je suis vraiment très surpris, tout le monde me dit que c'est normal, que c'est comme ça. De voir que les jeunes sont moins bien, même sur des critères, classiques type, HDL cholestérol, ils ont moins de HDL cholestérol que les autres, de bon cholestérol. Oui. Ils font moins d'activité physique, ils s'exposent moins au soleil, enfin, c'est étonnant et ce C'est qu'on quand a même trouvé inquiétant. oui, c'est à la fois inquiétant. Pour moi, c'était contre-intuitif, mais plus je regarde et plus je discute depuis que j'ai les résultats de cette étude, bah, c'est l'histoire de mon étudiante tout à l'heure qui arrive avec ses tacos, quoi. Mmh. Et moi, j'ai des enfants, ouais, je suis content parce qu'ils cuisinent, ils se font à manger, mais ils ont eu des périodes où
on se bagarrait un peu, c'est normal. On dit que la nutrition arrive dans le foyer avec la naissance du premier enfant. Mais en fait, c'est un peu avant que ça se passe. Et Bleu Blanc Cœur, il y a une logique qui est forte chez nous, c'est l'accessibilité au plus grand nombre et ce que les experts appellent la prévention passive. On doit s'adresser à tous ces gens-là et au moins améliorer la qualité de l'alimentation. Bleu Blanc Cœur est présent dans les tables des grands chefs, là, des Thierry Marx et compagnie, mais aussi au Resto U, aussi dans les rations de combat de l'armée. Ça, c'est de la prévention passive. Tu en trouves, les gros utilisateurs, les restaurants universitaires que les magasins U, par exemple, mais qui ont mis tous leurs œufs ou tout leur lait et cetera. Donc ça peut être quand tu vas chez U et que tu achètes un œuf, marque U, il est bleu blanc cœur, qu'il soit bio, label rouge ou juste plein air. Ça, c'est de la prévention passive. Tu fais pas le choix, même si et il est au même prix que les autres, donc tu améliores la qualité. Alors si après les gens, ils mangent des tacos premier prix tous les jours. Oui, est-ce que ça va compenser? Mais vous avez quand même réussi à passer cette barrière effectivement du choix conscient qui parfois est un peu compliqué pour le mangeur en fait. Est-ce que je vais choisir cet œuf-là ou l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de meilleur? Et on se pose plein de questions et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu paralysées par ça parce qu'elles se disent finalement, bah, quel choix je dois faire, lequel est mieux pour moi. Donc finalement, là, le fait que ce soit, je vais dire imposé d'office dans certaines structures comme des cantines ou des restaurations collectives, bah, ça permet de pas se poser la question en fait, on sait que c'est meilleur pour la personne et on lui donne directement et ensuite effectivement d'éduquer ou alors comme, c'est fait dans les magasins U où en fait tous les œufs, comme vous disiez, sont, bleu, blanc, cœur, pareil, il y a pas de choix à faire et on sait que c'est bien meilleur pour la santé donc ça enlève une barrière où on pourrait se poser plein de questions, voilà, se dire: «Bah, quel choix je dois faire?» et cetera. C'est un peu angoissant parfois face à la multitude de choix. On sait dans la nutrition, moi je vois beaucoup de personnes qui me posent plein de questions sur, «Est-ce que je dois faire ci ou ça? Est-ce que c'est mieux ci ou ça?» et c'est très anxiogène. Donc là finalement pas de questions, on achète ces œufs-là et c'est tout. Ouais, je vais vous livrer tu sais, on l'a pas publié encore, dans cette étude, c'est en forme de clin d'œil par rapport à ce que vous venez de dire. Mais comme on a fait 2576 corrélations, tu corrèles tout avec tout, tu finis par trouver quelque chose et Mmh. après il faut réfléchir aux éléments de causalité. Mais un truc qui est quand même qui mérite un peu d'attention, c'est que sur nos questionnaires d'anxiété et de qualité de vie, il y a un seul acide gras sanguin, un seul paramètre sanguin, pas que les acides gras, qui est corrélé à l'anxiété, aux relations sociales et à l'indice de bonheur, tu sais? Mais c'est des questions, du style, est-ce qu'à 40 ans, vous pensez que vous êtes fidèle à vos idéaux de quand vous aviez 15 ans? C'est un peu ces questionnaires-là. Il y a un seul acide gras qui est corrélé positivement à ça, et c'est l'acide alpha-linolénique. C'est le 1er des acides gras oméga 3 et avec des corrélations fortes, des 0,0001, enfin c'est intéressant ça. On sait que, oméga 3, cerveau, mais j'aurais pas parié sur l'acide alpha-linolénique, mais c'est intéressant. Je dis pas que les oméga 3, c'est les acides gras du bonheur, mais en tout cas, On voit une c'est corrélation en tout cas dans cette étude. oui, puis il y a un peu de causalité. Il y a quand même pas mal de papiers sur oméga 3 et cerveau, oméga 6, oméga 3, cerveau. Euh, on va pas sauver l'humanité en faisant du bleu blanc, mais on peut essayer parce que c'est pas. Je connais le patron de la nutrition au NIH, enfin l'ex-patron, parce qu'il s'est fait débarquer par le président actuel, qui s'appelle Joseph Hibben, qui est le père de la nutri-psychiatrie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un psychiatre qui fait de la nutrition. Il a une phrase rigolote, il dit la nutrition s'arrête pas au cou. Mmh. Les effets de la nutrition sur le cœur, sur le foie, mais sur le cerveau aussi. Il a fait beaucoup d'études oméga 3 heu automutilation, Mmh. oméga 3 et puis actes violents et cetera. Et quand il était venu à Paris, on avait discuté, il m'a dit: «Mais tu sais, on a tellement d'oméga 6 aux États-Unis», il avait un peu plus exactement le mécanisme, mais il disait qu'on avait une telle carence en oméga 3 et un tel excès d'oméga 6 que le cerveau fonctionnait, alors je le revois m'expliquer, on était au restaurant, il nous faut toujours des plus grosses voitures, des plus grosses maisons, des plus gros trucs et cetera, et si on avait des oméga 3, on serait, avec des explications un peu psychiatriques que j'ai plus tout à fait en tête. Mais du coup, quand j'ai vu les résultats de cette étude, j'ai pensé à lui et je me dis: «Bon,
quand tu parles d'anxiété, quand vous parlez d'anxiété, il y a aussi la nutrition s'arrête pas au cou et il faut revenir à des choses, un peu basiques. Moi, je crois que ce lien, cette hypothèse qu'on avait posée que la santé des gens, elle commençait par la santé des sols et puis des animaux et des plantes, ça doit aussi nous reconnecter, quand je parle aux étudiants qu'à la fin, ils me disent: «Alors qu'est-ce qu'on fait?» Je leur dis: «Ben, déconnectez-vous des fake news, du téléphone à table». C'est une horreur ça. Dans les Oui, questionnaires de qualité de vie, tu gagnes des points quand tu partages tes repas. Ça, c'est sûr. Tu es plus heureux, mais il ouais. faut pas venir à table avec les écouteurs du téléphone. Donc déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à votre environnement, aux arbres qui sont si beaux à l'automne, et cetera. Heu, voilà. Oui, oui, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que finalement ceux qui ont le plus de carences en oméga 3 ce sont les jeunes. Ouais. Donc c'est à la fois inquiétant, mais j'espère, j'espère que ça reflète uniquement le fait qu'effectivement quand ils sont jeunes, ils mangent peut-être moins bien, ils sont trop connectés et cetera, mais que ça reflète pas, la vague de la nouvelle génération qui va arriver et qui va rester carencée également quand elle sera, plus âgée. Oui, c'est un vrai sujet. J'essaie d'y répondre en disant: «On a notre responsabilité». Tu peux pas tout attendre de changement d'habitudes alimentaires et de changement de comportement. Moi, quand j'ai monté ma première étude clinique, je raconte ça dans le bouquin, parce que c'était un moment fort, ma rencontre avec le docteur Bernard Schmitt, qui était le conseiller en nutrition, cherchait des sous pour financer l'étude et la région Bretagne m'avait envoyé voir leur expert, donc qui était médecin, chef de service nutrition diabéto et qui m'avait eu cette phrase formidable. Il a écrit un très beau chapitre d'ailleurs dans le bouquin où il parle d'une autre médecine qui est vraiment remarquable. Et Bernard Schmitt que je ne connaissais pas à l'époque, me dit: «Vous avez sûrement raison parce que moi ça fait 30 ans que je fais de la médecine, de la nutrition et je vais d'échec en échec. Parce que tu changes pas les habitudes alimentaires des gens. Donc c'est très Mmh. difficile et quand ils sont à l'hôpital et que c'est moi qui leur fais à manger, ça va. Après quand ils sortent, ils se réveillent, il y avait cette phrase rigolote pour ceux qui connaissent la Bretagne, chez les Bretons, ils continuent à mettre du beurre sous les rillettes. Ce qui est pas complètement faux. Et il respire et il dit: «Il vaut peut-être mieux faire le régime à la vache et au cochon». Et c'est une phrase qui est très forte parce que ça veut dire que, bien sûr, le choix du consommateur, il est hyper important. C'est lui qui choisit ce qu'il va manger. Mais s'il compose de très bons repas, très équilibrés avec des produits qui sont pleins de calories creuses parce qu'il y a plus d'antioxydants dans les tomates et il y a plus d'oméga 3 dans le lait et cetera, on n'aura pas la solution. Donc il faut que les 2 se rencontrent et le Oui. choix du producteur et le choix du consommateur. Et Bleu Blanquer, c'est des étudiants qui me disaient: «Est-ce que vous pensez que c'est un acte militant?» Je me suis jamais posé la question, mais choisir des aliments Bleu Blanquer, c'est un acte militant au sens où si des gens produisent mieux et qui tendent la main pour ça, faut leur, saisir la main. Faut pas imaginer le monde agricole comme un monde avec les gentils bio d'un côté, les méchants FNSEA de l'autre. C'est infiniment plus compliqué. Il y a aussi des contraintes à la production qui sont comme le consommateur, hein, des contraintes économiques. Si demain, Bleu Blanquer me disait ça l'autre jour à France Inter, il me disait: «C'est vous êtes sûr du chiffre?» Je dis: «Oui, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de produits Bleu Blanquer en France et chaque sur ces 2 milliards, je sais pas, il y a, peut-être pas 20 ou 10, je sais pas, enfin un chiffre énorme, c'est les premiums, c'est les bonus qui sont donnés aux producteurs parce qu'ils ont des produits, parce que le lait c'est 30 € des millilitres, 3 centimes de plus aux producteurs parce qu'il c'est du lait Mmh. Bleu Blanquer. C'est pas rien, c'est pas monstrueux, mais ça permet de changer de système. Donc oui, c'est des actes militants parce que bien produire, c'est la moitié de la solution. Tu peux aussi, consommer des repas, composer des repas complètement déséquilibrés avec des très bons produits, hein. Oui et le voilà. C'est les 2 sont possibles, c'est-à-dire on peut composer des très bons repas avec, des produits qui sont, complètement vides de nutriments, qui sont pas du tout denses nutritionnellement parlant et avec des très bons produits, faire des plats complètement déséquilibrés qui vont aussi, déséquilibrer la santé. Nous, on répond à on rêve d'une connexion entre mangeurs et producteurs autour de cette logique de densité nutritionnelle, mais il faut les 2. Est-ce que vous Et pouvez même nous expliquer juste ce que c'est la densité nutritionnelle pour, les personnes qui ne connaîtraient pas exactement? OK. Eh ben, écoute, on doit consommer un certain nombre de calories. La vie, c'est faut de l'énergie. L'énergie, c'est des calories, ça se mesure en calories, mais ces calories, elles amènent un certain nombre de nutriments, d'intérêt dont on peut
plus ou moins spacés. Alors, ce qu'on connaît le mieux, c'est les vitamines, les acides gras oméga 3 dont je parle. Avant, on appelait ça la vitamine F, les acides gras Mmh. polyinsaturés. C'est des choses qu'on ne sait pas fabriquer, qu'on doit trouver dans la chaîne alimentaire. Alors, pour l'expliquer à ma façon de biochimiste, je dirais que de toute façon, nous, on est en bout de chaîne alimentaire. Nous, on sait pas faire la synthèse chlorophyllienne, on sait pas fabriquer notre énergie, nos calories avec l'énergie du soleil. Il y a que les plantes qui savent faire ça. Après, aller chercher, on est fait essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais les 5% qui restent, c'est tout un tas de petites choses, d'oligo-éléments, de petites choses, de petites molécules qui vont permettre le fonctionnement du système. Et ces petites molécules, ces nutriments d'intérêt, ils sont variés, ils sont divers, et c'est eux qui font la richesse des aliments. Quand tout à l'heure je racontais l'histoire des tomates ou l'histoire de la poule, la densité nutritionnelle d'une tomate de pleine terre ou de sol vivant, on va dire plutôt de sol, c'est mieux qu'une tomate de sol pas vivant ou de hors sol. Alors je ne sais pas exactement quelle molécule, hein, mais c'est toute cette diversité qui fait on peut avoir, là je parle des tomates ou des œufs, mais il y a pire. Quand tu achètes une barre de chocolat, j'adore le chocolat. Il y a cacao, mais il y a beaucoup de sucre, il y a du sirop de glucofructose, de l'huile de palme, tu as beaucoup de calories et tu aucun nutriment d'intérêt. Donc il faut la densité nutritionnelle, c'est la somme de tous ces petits nutriments divisé par le nombre de calories. Et mon exemple de la barre ultra énergétique avec rien dedans, bah, c'est terrible parce que tu as plein de calories, trop, donc tu vas en stocker dans un tissu adipeux, mais t'as pas beaucoup de nutriments pour faire fonctionner le système. J'ai pas l'impression d'avoir bien expliqué. Ça va? Si, si, oui, oui, c'est pour, hem, comment je Mais pourrais je connais vulgariser? Mais en gros, pour avec, en fonction du même nombre de calories, on un aliment qui est dense nutritionnellement parlant, il va avoir beaucoup plus de nutriments, indispensables à la santé, de vitamines, de minéraux, d'oméga 3 et cetera, d'acides gras. Comparé à un aliment, qui a beaucoup de calories, c'est ce qu'on appelle les calories vides, hein, qui a beaucoup de Bon, calories, mais très peu de nutriments intéressants pour la santé. Donc on va le manger, on va prendre beaucoup de calories, on va grossir, mais notre corps ne sera toujours pas nourri profondément. très bien expliqué, je devrais vous inviter dans mon podcast. Merci, J'essaie de vulgariser. Donc, merci. si j'ai donc on tout à l'heure, oui, on est parti un peu sur autre chose, mais donc vous nous avez quand même expliqué que, vous étiez partis de, par rapport à la genèse de Bleu Blanc Cœur, vous êtes partis finalement de l'observation des sols. Vous avez vu qu'en changeant, en donnant d'autres plantes, d'autres herbes, aux vaches en l'occurrence, luzerne, lin et cetera, il y avait, une densité, nutritionnelle pour le coup, il y avait beaucoup plus d'oméga 3 dans les viandes, et vous avez vu ensuite vous avez fait pas mal d'études, hein. Alors je sais que je précise aussi je crois, que c'est vous n'avez pas le droit de mentionner les études sur le site Bleu Blanc Cœur, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites, hein, beaucoup d'études scientifiques sur, l'impact des produits, oméga 3 des Bleu Blanc Cœur pardon, par les oméga 3 notamment, mais pas que, sur la santé humaine. Oui, je crois que le prologue ou le premier chapitre de mon bouquin, c'est «Puisqu'il n'est pas interdit d'écrire un livre». Parce que j'ai très envie de le raconter, que les gens sachent, et c'est terrible qu'on nous interdise de mentionner ces études publiées dans la presse scientifique, hein. Sur notre site, je sais pas trop pourquoi, mais vaut mieux pas le savoir. Mais faut quand même que les gens sachent que Oui. leur santé, elle dépend aussi du mode de production. Et donc la première étude, c'était une étude de vectorisation. On a pris 2 populations, plutôt une seule population, parce que chaque volontaire était son propre témoin. Et pendant 3 mois, on les a nourris avec des œufs, des beurres, des viandes. Il n'y avait que des produits animaux, soit issus de mode de production bleu blanc cœur, soit issus de mode de production standard. Et on regardait ce qui se passait en termes de composition du sang. Et c'était le début, parce que c'était énorme. Euh, la demi-vie d'un globule rouge, le globule rouge ou la membrane du globule rouge, c'est quand même la ligne de défense de l'organisme. Quand un virus Mmh mh. essaye de rentrer, il va passer par là. Donc la composition de la membrane, c'est extrêmement régulé. C'est fabriqué très loin de la circulation sanguine, dans la moelle osseuse. Et pour changer ça, c'est pas facile. Et ben, au bout de 35 jours de changement de régime des animaux, on avait une modification avec beaucoup de significativité, beaucoup de lignes de composition de ces membranes de globules rouges, uniquement en fonction du mode de production et pas en fonction de ce que mangeaient les gens. Donc ça, c'était la première étude
Après, on a fait une étude avec des patients diabétiques, toujours le même protocole, hein. Les gens mangent la même chose, c'est les animaux pour les premières études et puis après les animaux, les végétaux qui mangent pas pareil et évidemment, enfin les animaux, ils mangent ce qui vient du sol, hein, donc ça commence, dans le sol, la chaîne alimentaire. Mais avec l'étude des diabétiques, on a vu un impact de ce que mangeaient particulièrement les vaches, puisque c'était très centré sur les produits laitiers, sur l'insulinorésistance. Donc moi, je parle beaucoup de prévention, mais là, on avait des patients malades, qui avaient le diabète. Et au bout de 90 jours, on avait amélioré de façon significative l'insulinémie et l'insulinorésistance, ce qui est quand même pas rien. Après, on a fait je raconte vite, hein, on a fait une étude avec des patients obèses et là, c'était très intéressant parce que quand tu fais des études, avec des gens, on a fait aussi des études avec des vaches, des souris et cetera. L'homme, c'est pas une souris, c'est la thermodynamique, il y a pas que de la biochimie, mais les patients obèses pendant l'étude qui a duré 90 jours, le même protocole, hein, bleu blanc cœur ou pas bleu blanc cœur, ils ont tous perdu 5 kilos. Mais ça, on s'en doutait un peu, mais comme on sait que les oméga 6 favorisent le développement du tissu adipeux et les oméga 3 le freinent, 5 mois après, les gens qui étaient dans le groupe bleu blanc cœur avaient repris 1 kilo sur les 5 qu'ils avaient perdus, alors que dans le groupe témoin riche en oméga 6, enfin standard, hein, c'était des produits standards du commerce, ils avaient repris les 5 kilos qu'ils avaient perdus. Donc ça a une incidence quand même sur ces histoires de régime yo-yo et Mmh. biochimiquement, on a tellement besoin de stocker de l'énergie sous la peau avec notre physiologie d'homme des cavernes, que les cellules qui stockent le gras, elles meurent jamais. Les adipocytes, il y a pas d'apoptose, ils meurent pas. Donc c'est très difficile de s'en débarrasser et donc c'est bien de pas en créer, de pas en Ouais. fabriquer trop, et c'était le but de cet essai-là. Il y en a eu d'autres avec des marqueurs cardiovasculaires, mais le plus important à mes yeux, c'est l'avant-dernier. Il y en a en cours dans les EHPAD et cetera. C'est une population particulière. C'était des femmes enceintes en intention d'allaiter. Donc ça, c'était au CHU de Rennes. On a commencé en 2017 et on a recruté des mamans qui étaient enceintes et qui étaient en intention d'allaiter et le critère de jugement principal, c'était la composition du lait maternel et le microbiote du bébé qui était le critère secondaire. Et là, les mamans mangeaient toutes la même chose, hein. Elles recevaient des produits du commerce, ou bleu blanc cœur ou standard et on a regardé donc la composition du lait. Alors moi, je connaissais pas tout ça, mais on a travaillé avec des labos de l'INSERM spécialisés là-dedans. Alors en nutrition humaine, on a tendance à dire, il y a pas de bons ou de mauvais aliments, il y a que des bons ou des mauvaises, mélanges, compositions, sauf le lait maternel, sauf les premières semaines de vie. Le lait Ouais. maternel, c'est juste incroyable. La composition, en oméga 3, en HMO, human milk oligosaccharides, en molécules de l'immunité, de l'inflammation, en hormones. Tu prépares le bébé à la vie, quoi. La mère, elle lui transfère son immunité, lui transfère des éléments pour qu'il puisse se défendre et en fait, tout a changé. Alors ça, c'est assez prodigieux, y compris le microbiote du bébé à 21 jours. C'est quand même pas rien du tout, puisqu'on sait que le microbiote de l'enfant se constitue dans les 3 premières années Ouais. et c'est très la base est très importante. Oui, 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 c'était important. Pareil, j'ai découvert ça parce que je connaissais pas les gens qui s'occupaient du microbiote humain. Mais moi, ça me faisait un lien qui allait du microbiote du sol au microbiote, du Mmh. bébé, avec un lien qui était dans l'espace, mais qui était aussi dans le temps. Parce que tu te dis, quand tu démarres une étude comme ça, le temps de préparer les sols, de semer du lupin, du lin, de la févrole, le moment où cette févrole, elle va nourrir, la poule qui va nourrir la maman. On regardait pas l'impact de ce que mangeait la maman, on regardait l'impact de ce que les sols et les poules et les vaches, mangeaient sur la santé, pas de la maman, mais l'avenir du bébé au travers de Oui. son microbiote et de la composition du lait. Et évidemment, c'est pas les mêmes microbes qui passent du sol au lait maternel, mais c'est toute cette composition qui change, c'est quand même assez fabuleux. L'article, qui est pas encore publié, je crois qu'il fait 60 pages parce il y avait 3 ou 4 labos qui bossaient là-dessus. Mais à mon âge, c'est vraiment intéressant parce que je me suis pas encore une fois, je me suis pas levé en 1978 en me disant: «Maintenant que j'ai mon diplôme, je vais changer le monde», non, il y a eu tout un processus et valider, passer on va dire de la philosophie à la biochimie avec ces mesures et aux statistiques, c'est vraiment intéressant et cette étude-là, pour moi, elle est formidable parce que c'est l'avenir.
non, elle transfère, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est de elle, elle fixe pas les oméga 3 d'ailleurs. Elle les garde pas pour elle. Elle les met dans le lait. Et puis les immunoglobulines, les HMO, le microbiote du bébé, c'est assez fabuleux. Ça montre bien que One Health, c'est pas un concept Mmh. philosophique, c'est vraiment une réalité biologique, quoi. Oui et finalement, vous dites dans votre livre que c'est du bon sens, en fait et on revient à ça. Je pense qu'on a été tellement, un peu déconnectés de ça, de la nutrition, naturelle, en fait, de qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans la nature, dans notre jardin, dans des sols qui sont vivants. Avant, on se posait pas tellement la question, c'était comme ça, mais comme on a été un peu déconnectés, notamment par, les grands magasins, finalement, on fait nos courses dans des surfaces, qui sont des grandes surfaces, éclairées de manière artificielle. On n'est plus du tout en lien avec, où est-ce que ça a poussé et finalement, on s'est déconnecté de tout ça, mais finalement on revient à ça. On voit qu'il y a toute une chaîne, c'est vrai que c'est tellement fascinant parce qu'on voit que la santé du sol a un impact sur la santé de l'animal qui, cela dit, on va en parler aussi, mais l'animal, je pense qu'il vit bien mieux aussi avec, en étant dehors, en mangeant ce qui lui convient et ensuite nous, ça a un impact sur notre santé et là, vous avez montré que ça a aussi un impact sur, la génération d'après, quand les mamans allaitent, le bébé qui, lui, aura aussi, normalement une meilleure santé, à long terme. Donc c'est vraiment fascinant et on revient sur, ce continuum-là et ce Mmh, concept de One Health, effectivement, de santé, globale ou santé unique. Juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la chaîne alimentaire et puis l'écart qu'il y a maintenant entre, 300 000 paysans qui nourrissent, 66 millions de Français. C'est vrai que moi j'ai eu le bo c'était vraiment un bonheur. La gouvernance de Bleu Blanc quand on a démarré Bleu Blanc Cœur, c'était une association. Maintenant, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif et l'association, je l'avais imaginée avec 7 collèges qui allaient du paysan au consommateur en passant par le distributeur, le transformateur, il y avait un collège de médecins, un collège de scientifiques, un collège d'industriels et au début, c'est compliqué parce que c'est ce que vous expliquez, la chaîne alimentaire est très distendue et puis il y Mmh. a Pierre Rabhi, il appelait ça la taylorisation de la pensée. Chacun raisonne dans son petit silo Oui. et puis je pense que mon bonheur, ça a été de voir des gens qui arrivaient en disant «je» parce que c'était l'élu des paysans ou l'élu des distributeurs, donc qui défendait les paysans, les distributeurs et puis au bout d'un moment, quand tu expliques les enjeux et que tu mets tout le monde dans la même direction, les gens disent «nous». Mmh. Et ça, c'est vraiment important et je pense que tout à l'heure, je disais que dans notre chair, on essayait de mélanger, de mêler plutôt sciences dures et sciences humaines. On a besoin d'innovation organisationnelle. Le jeu Oui. des ONG, des coopératives, des interprofessions, ça marche pas bien. Il faut se mettre tous autour de la table, pas pour, taper sur, la gueule du voisin, mais pour définir ensemble des objectifs communs acceptables. Dans mon bouquin, je dis beaucoup de mal de l'alimentation à 2 vitesses parce que les candidats au diabète, à l'obésité, c'est pas les gens les Mmh. plus riches ou les plus conscientisés. On parlait tout à l'heure des jeunes et des étudiants. Il faut vraiment s'intéresser à tout le monde. Il y a urgence à le faire et pour le faire, il faut que cette chaîne, qui est distendue comme vous dites, elle se reconstitue et elle peut se reconstituer qu'autour d'objectifs, et d'enjeux communs. Oui. Oui et effectivement, il faut que ça me parle beaucoup parce que je fais le parallèle avec la santé où on a aussi, fonctionné, beaucoup en silo avec, chaque, spécialiste avait vraiment son organe de prédilection, il se concentrait que sur ça et on a manqué de vision, globale donc moi l'approche de la santé pour moi elle est fonctionnelle donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment globale et on prend le corps dans sa globalité et on va même plus loin. C'est-à-dire qu'on regarde aussi, ben, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on donne à manger à notre corps, comment c'est produit et cetera. Donc et j'aimerais aussi que dans le domaine de la santé, il y ait cette collaboration, cette coopération entre les différents, acteurs de la santé et y compris, les producteurs. Donc finalement, voilà, on se rejoint à ce niveau-là, mais ce serait bien qu'il y ait, un, oui, vraiment un rapprochement entre toutes ces professions-là. Parfois, on se dit: «Bah, agriculteur et médecin, ça n'a peut-être rien à voir», mais en fait, si. Ils sont 5 000, hein, dans le Blanqueur, il y a 40 000 bénévoles et il y a 5 000 professionnels de santé qui sont majoritairement des diététiciens, mais aussi des médecins, des pharmaciens, tu vois? Et des médecins généralistes, hein, pas forcément des nutritionnistes et si vous
Si vous lisez mon bouquin, lisez la préface de Marc-André Sellos et lisez le chapitre de Bernard Schmitt. Après tout ce que j'écris moi à côté, c'est bien aussi, hein, mais le chapitre de Bernard, il est vraiment génial. Ce médecin, ça s'appelle Une autre médecine, et il raconte ça. Il raconte ce que vous dites. Il Mmh. dit on était des super mécanos, chacun dans son domaine, et maintenant il y a une espèce de, moi, si je devais résumer mes décennies de vie professionnelle, là, je dirais que c'est une éloge de la complexité. Et Mmh. on découvre que comme je disais tout à l'heure que on connaît pas, 5 ou 10 des nutriments qui composent les aliments. Tout à l'heure, vous disiez la carence en oméga 3, elle existait pas, mais on la connaissait pas, Oui. et il faut pas qu'on aille à ce que je racontais sur les tomates et les méthodes d'analyse. On a rompu avec 60 ans, d'analytique, où on allait chercher telle molécule, tel solvant pour l'extraire et on veut doser précisément ça. Et nous, on s'est dit: «Non, faut qu'on regarde, la vie, c'est de la biologie, c'est complexe. La chimie, c'est plus facile, enfin, c'est plus facile, hein. La biologie, c'est vraiment compliqué et tu peux Mmh. pas la regarder avec un microscope, qu'avec un microscope. Faut aussi Ouais. un regard de loin. Ce que vous disiez, ça me touche aussi, hein, qu'on vit dans un monde un peu déconnecté, les lumières, on n'a plus nos rythmes biologiques et cetera. Moi, je plaide aussi beaucoup pour un lien ville-campagne. Pour que tout à l'heure, je parlais des tomates de mon jardin, je me nourris pas avec mon jardin, mais je suis content quand mes petits-enfants viennent, un peu s'imprégner des rythmes de la Mmh. nature. Ça, c'est la saison où on arrache les patates, on les sort du sol, c'est génial. Je faisais ça avec mon grand-père, je fais ça avec mes petits-enfants maintenant. Mettre les mains dans la terre, mais surtout connaître un peu le cycle des saisons et tout ça. C'est quand Oui. même important de se reconnecter. Quand je dis aux étudiants: «Déconnectez-vous de votre portable et des fake news, mais reconnectez-vous à votre environnement», et ça en fait partie. Oui et puis bon, je sais pas si, heu, je de ce que j'ai lu dans votre livre, j'ai l'impression que peut-être là-dessus on se rejoint, mais moi ça me met, bah, comme tout à l'heure vous parliez de vos tomates, du jardin, mais ça moi ça me j'ai l'impression que ça me nourrit déjà d'avance de savoir qui a produit l'aliment que je vais manger. Moi mes légumes viennent, du petit producteur qui habite à même pas 1 kilomètre de chez moi. Je le connais, je vais le voir, je discute, je vois, comment il produit, ses légumes, l'amour de son métier et je trouve que ça rajoute, c'est peut-être pas nutritionnellement parlant, mais pour moi ça rajoute, une âme en fait à cet aliment qui est ensuite, je trouve que c'est beaucoup plus, nourrissant en fait, d'une certaine manière. Mais oui, j'aime bien le terme nourrissant. Moi, je suis sûr de ça, pas sûr au sens, c'est une croyance ou une conviction, Mmh. sûr au sens de ce que je disais des questionnaires de qualité de vie qui montrent des points, et l'étude dont je parlais, quand tu partages tes repas, tu gagnes des points de bonheur là sur le Oui, questionnaire SF36. Ça a été fait dans une ville à Rennes, à Odense au Danemark et à Columbus aux États-Unis. Ça a été publié. Et significativement, c'est plus nourrissant en termes, peut-être pas en termes de nutriments, encore que, je sais pas, mais tu sais, les histoires de manger en pleine conscience, et cetera. Si tu respectes oui. ton aliment, si tu sais d'où il vient, c'est pas impossible que tu le digères mieux. C'est peut-être une bêtise ce que je dis là, mais en tout cas, ça te fait gagner des points de bonheur, ça c'est sûr. Et c'est nourrissant aussi au sens spirituel, quoi, mental. Oui et je pense qu'il y a une dimension aussi de communauté, c'est-à-dire qu'on s'intègre dans un système, une communauté, on connaît la personne qui produit et cetera. On fait partie de la chaîne finalement plutôt que d'être, complètement déconnecté, d'aller prendre, dans un magasin, on ne sait pas du tout d'où ça vient et puis on les mange mais de manière un peu, oui, déconnectée ou, c'est le mot qui me vient mais Donc, faut se reconnecter. c'est ça exactement. Pour parler un peu pour terminer, parler un peu de l'impact aussi, écologique parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui, bah, qui écoutent ce podcast et qui sont aussi, très, sensibles à la préservation de la planète, à l'écologie et qui, en général, réduisent aussi pas mal leur consommation de viande, d'œufs. Alors je pense que le bon ratio est un peu un mélange entre protéines Oui. animales et protéines végétales. Mais est-ce que Bleu Blanc Cœur et la façon dont sont produits les produits Bleu Blanc Cœur, ont a aussi un impact sur, l'écologie, sur l'environnement? Est-ce que c'est moins polluant? Et aussi, j'imagine, là c'est assez, parlant je pense, mais aussi sur le bien-être animal? Mais écoutez, depuis le début, le slogan de Blue Blanquer, c'est moins mais mieux. Il faut moins de protéines animales.
les protéines, le terme protéine n'est pas bon parce que des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, ça change pas grand-chose. On manque pas de protéines dans notre alimentation. Les protéines animales sont plus digestes, mais on a de quoi se nourrir avec des protéines végétales. Il y a des Mmh. civilisations qui font sans problème. Par contre, dans les produits animaux, il y a tout un tas de nutriments spécifiquement animaux et qui fait que, bah, aucune civilisation au monde n'est strictement, végane, quoi. Mmh. Même en Inde, ils mangent des œufs et ils mangent beaucoup de produits laitiers à tous les repas. Oui. Donc il faut de la B12, il faut de la D3, il faut des oméga 3 longue chaîne. Ça, les végétaux savent pas fabriquer. C'est un peu cette connexion de cette chaîne alimentaire dont vous parliez tout à l'heure. On peut pas s'en passer, mais on peut diminuer. Le moins mais mieux. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé à vous donner un exemple sur le mode de production des œufs. Un œuf bleu blanc cœur, heu, d'après les tables de l'ADEME, là, de l'Agence pour l'environnement et le climat, il en carbone, il publie ça dans une base de données qui s'appelle Agribalise. En poids carbone, il fait, 26 ou 23, je sais plus, de moins qu'un autre œuf plein air. Pourquoi? Parce que la poule a pas mangé de soja, issu de la déforestation, essentiellement, parce qu'elle a mangé plus de protéines, locales, et cetera. C'est beaucoup, hein, 23, c'est quand même un quart, donc elle est moins de Oui. CO2, mais aussi elle fait 2 fois plus de DHA, qui est l'acide gras, plus compliqué, la suite, souvent ils disent d'origine marine. En fait, c'est pas d'origine marine parce que la poule, elle en fait aussi parce qu'elle prépare le poussin et elle en met dans les phospholipides du jaune d'œuf. Donc tu peux en manger moins. Chaque œuf a un poids climat plus faible. Et puisqu'il s'agit pas de manger des protéines d'œufs, mais il s'agit de manger ces nutriments spécifiquement animaux, il va y en avoir 2 fois plus. Donc tu peux en manger moins, donc un Mmh. double effet, comme qui se coule là, un double effet bénéfique sur le climat. Alors quand je dis climat, il y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils appellent maintenant le PEF, le Product Environmental Impact, c'est une quinzaine d'impacts environnementaux. Il y a pas que le climat, hein, il y a la qualité de l'eau, il y a les pesticides, il y a l'écotoxicité, et cetera, et cetera. Je sais plus combien il y a de critères. Il y a des mesures, c'est compliqué de mesurer la biodiversité, mais je pense pas que c'est intégré dans le PEF, mais la valeur de ce PEF est compliquée à calculer, hein, parce que l'environnement, c'est une science, compliquée, hein, parce que des fois, tu améliores un critère et tu en diminues un autre. Enfin bref, je donne pas d'exemple, mais c'est compliqué, mais globalement, tu diminues largement l'impact des productions animales et tu améliores la qualité nutritionnelle. Donc tu fournis dans ton assiette, ça sert à rien de manger un œuf où il y a pas d'oméga 3 longue chaîne puisque la poule, elle nous en fabrique beaucoup quand elle prépare l'œuf. Donc autant manger un œuf qui est plus dense nutritionnellement, selon l'exemple Mmh. qu'on donnait tout à l'heure, la définition que vous en donniez, plus de nutriments d'intérêt, et qui a un poids carbone et un poids environnemental beaucoup plus faible. Et puis à la base de la chaîne alimentaire, puisque là on parle des produits animaux, les produits animaux, ils sont nourris par des produits végétaux. Et ben si on arrive à mettre en place et on y arrive, hein, ces milliers d'hectares de luzerne, d'herbes, de lin, c'est des surfaces où tu consommes infiniment moins de pesticides que sur les monocultures ou les cultures de céréales. On le chiffre, tout ça on le chiffre. Chez Bleu Blanquer, on a un compteur d'impact qui a été validé avec les services du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture et de la Santé, et c'est à la fois, je sais plus, ils le calculent, faut aller sur le site, je crois que c'est en milliers de tonnes d'oméga 3 d'un côté bénéfices nutritionnels, mais aussi en milliers ou centaines de milliers de tonnes de CO2 en moins, en pas milliers de tonnes, mais en tonnes en tout cas de pesticides en moins, et cetera. D'accord. Et c'est ça aussi, c'est l'éloge de la complexité. On prend pas un critère en disant: «Il y a que celui-là qui compte», mais on essaye de trouver le chemin étroit, mais il existe, pour à la fois répondre à des pour qu'on soit bien dans notre tête. On peut pas être en bonne santé sur une planète malade, en gros. Oui. Donc si on peut prendre soin de nous en prenant soin de la planète, c'est bien. Une seule santé, c'est le titre de ma thèse, c'était «La santé des animaux et des écosystèmes profite à la santé de l'homme». C'est pas un titre de film, hein, c'est un titre de thèse que j'ai soutenu et que j'ai obtenu, et mon directeur de thèse, c'était le prof de nutrition du CHU, c'était sympa. Donc oui, c'est possible.
Et je crois aussi que, au niveau de là, on a parlé de la poule, mais, pour la vache, il me semble aussi que le fait qu'elle, mange de l'herbe plus riche en oméga 3 va aussi générer moins de gaz à effet de serre, c'est ça? Oui, 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 elle dégage du méthane en fait, c'est formidable une vache parce que ça sait valoriser toutes les fibres de l'herbe qui sont complètement indigestes pour nous et rumine, elle les met dans son estomac où il y a une fermentation anaérobie. Le problème, c'est que cette fermentation anaérobie, elle dégage du méthane. Et quand je vous racontais que ma première étude, là, mon premier papier en 94, on avait déjà mesuré ça. Et à l'époque, on pensait pas, enfin personne parlait du climat, mais après on a déposé un joli brevet avec l'INRA en 2008. Tu vois, c'est vieux, hein, et à l'époque ça Mmh. intéressait vraiment personne. Qui disait, mais en fait dans le lait, tu peux mesurer parce que les acides gras qui sont produits avec une émission de méthane, et puis il y en a d'autres qui sont produits sans émission de méthane. Et donc tu regardes la composition des acides gras du lait et tu déduis, donc on a fait des manips compliquées, mettait les vaches dans des cases calorimétriques pour regarder ce qu'elles dégagent, comme méthane et puis en même temps tu trayais le lait, tu l'analysais. On l'a fait plusieurs fois et on a déposé ce brevet en disant: «Bah, on a une boussole, on sait le mesurer maintenant». Donc plus d'herbe, plus de qualité d'herbe, plus de lin l'hiver quand il y a pas d'herbe, plus de luzerne, moins de maïs, moins de soja, ta vache, elle va faire moins de méthane et tu vas le mesurer et c'est en place. Aujourd'hui, ils appellent ça écométhane. Ça fait partie des, comment, les paiements pour services environnementaux là, les reconnus par l'État. Je sais pas comment ça s'appelle, ça avait été reconnu par les Nations Unies dès 2012. Des fois, t'enrages parce que tu te dis: ça va pas assez vite». 2012, on avait déjà un outil pour lutter contre ça, mais à l'époque, ça intéressait vraiment pas l'industrie laitière ou la distribution. Mais maintenant, ça vient trop tard. Enfin, c'est pas trop tard, mais c'est tard. Maintenant, ça les intéresse et maintenant ça ressort, et toutes les laiteries européennes et les distributeurs s'intéressent à ça et là, je sais que la présidente de Bleu Blanc Cœur m'avait montré, il y a pas très longtemps, que les le scénario, pour le climat, français, le scénario national bas carbone, si toutes les vaches françaises, rien que les vaches, hein, passaient en Bleu Blanc Cœur, on allait déjà au-delà de la baisse de CO2 attendue sans tuer une vache, hein. Juste en les faisant manger mieux. Jean Covici, là, dans sa bande dessinée, il en parle aussi. Tuer les vaches, c'est bien, mais c'est déjà si on leur donne à manger autrement, Oui, moi donc la solution, en fait, on l'a. oui, on peut manger moins, mais ce moins mais mieux, c'est fondamental, hein. La Oui. complexité d'un côté, ce sera une porte ouverte vers la satisfaction à la fois d'impératifs environnementaux et d'impératifs, nutritionnels et sociaux. C'est pas simple, c'est pas simple, mais la biologie, c'est ce que je dis aux étudiants, mais quelques décennies de biologie, ça t'enseigne, le juste milieu, l'équilibre, l'éloge de la diversité aussi, s'il faut de tout. Ça combat les excès, ça combat les carences et ça trace des voies. Mmh. Mmh. Oui, comme vous dites, la phrase que j'ai bien aimée aussi dans votre livre, c'est un subtil mélange de bonne science et de bon sens. Je pense que c'est exactement ça. On est Ouais, vraiment, c'est parfois complexe, mais finalement les solutions elles existent et de revenir à des choses, oui, complexes mais de bon sens, je pense que c'est là la solution même pour les mangeurs, pour les consommateurs finalement, revenir à des choses, simples mais mieux, moins mais mieux, de bonne qualité. Finalement on peut pas vraiment se tromper à ce moment-là. c'est une belle conclusion. Est-ce qu'on a abordé, tout ce que est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, qui paraît important? Pour ma défense, non, je pense pas. Je Non? pense que vous m'avez ouvert plein de domaines d'expression, donc j'espère que j'en ai pas abusé. Non, 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 c'était parfait, c'était très bien et pour terminer peut-être, moi j'aimerais vous poser une question que je pose normalement à tous mes invités. Pas de question piège, hein, mais quel est l'aliment qui, pour vous, fait partie de votre alimentation et que vous considérez comme votre, alors alicament, j'utilise alicament, mais un peu comme, votre médecine naturelle, qui vous aide à prendre soin de votre digestion ou à défaut de votre santé, physique ou psychique? Est-ce qu'il y a un aliment ou 2 qui vous viennent en tête? Il y en a plusieurs, il y en a 2 où je suis particulièrement, j'essaie de pas employer un gros mot, embêtant.
J'arrive pas à manger je mange un œuf tous les matins au petit déjeuner, mais si j'arrive pas à trouver d'œuf bleu Blanquer, j'en mange pas et quand je D'accord. et puis il y a un autre truc qui moi me fait un bien fou, c'est que je consomme de la farine de lin et ça devrait être obligatoire. Mmh. Là, ça s'appelle la linette, j'en mets un peu partout. Alors demain, quand le monde entier sera bleu blanc cœur, on n'aura plus besoin de ça. Mais le lin, j'ai un coup de foudre quand même pour le lin, depuis le début, enfin depuis ces années 94-95 là. D'abord parce que c'est magnifique, c'est un champ de lin avec les fleurs bleues, c'est beau. Oui. Puis la graine, plus on continue à travailler là-dessus, c'est complètement atypique. C'est plein d'oméga 3, ce qui est très rare parce que c'est une synthèse compliquée, les oméga 3 et les graines, quand elles fabriquent de l'huile ou de l'amidon, c'est juste les réserves d'énergie pour la plantule qui viendra après, quoi. C'est comme la poule qui fait l'œuf, la plante, elle fait sa graine pour la génération d'après et elle met des réserves d'énergie. Des fois, c'est de l'amidon, des fois, c'est des graisses, des fois, c'est des sucres. Mais quand c'est des graisses, c'est très rarement des oméga 3. Tu te demandes pourquoi, Mmh. j'ai pas les explications, mais comme les oméga 3, c'est très oxydable, il y a plein de doubles liaisons. Elles fabriquent aussi des quantités assez incroyables d'antioxydants, des lignanes, qui sont étonnants parce que dans les huiles, tu as généralement de la vitamine E, tu as des graisses qui sont liposolubles, qui vont accompagner l'huile. C'est pas le cas de la graine de lin. Elle fabrique des antioxydants, mais ils sont hydrosolubles. Et puis il y a des fibres qui sont très particulières, qui s'appellent les mucilages, qui régulent le transit. Et c'est cette graine-là, moi, j'ai découvert un peu par hasard. C'est les mêmes graisses que l'herbe, mais c'est tout ce que je savais quand j'ai commencé à utiliser du lin à la place du soja. Et puis il y en avait beaucoup en Bretagne. Heu et maintenant, si j'avais un aliment coup de cœur, ce serait certainement ces graines de lin et cette farine de lin. OK. Oui, la linette, je connais, je pourrais mettre le lien éventuellement dans les notes de l'épisode. Alors, voilà, en espérant qu'ensuite il y ait pas si trop de monde connaît, il y aura rupture au niveau de la linette. Ça va, on a On a de la quelques marge. dizaines de milliers d'hectares. Puis j'ai vu hier les gens qui mettent en place les filières là et ils me disaient: «C'est bon, cette année, on va avoir des quelques dizaines de milliers d'hectares». Je suis content parce que c'était avant quand je voyais un champ de lin en faisant du vélo, je disais: «Ah, ça c'est moi». Sachant qu'il y en avait 1 million d'hectares rien qu'en Bretagne, sous Louis XIV, hein, mais c'était parce qu'avec la tige, tu fais les fibres aussi, tu fais Ah le oui. textile. Mais je vais arrêter de parler du lin. Non, mais on sent la passion de du lin. Et c'est vrai que c'est très beau les champs de lin, bon moi j'en ai pas trop dans le sud, mais Je pense que c'est du nord-ouest. Faut qu'il y ait beaucoup d'eau dans le sol au mois de mai, juin. Donc, oui. quand on a des printemps pourris, je me console en disant: «Ça va être chouette pour le lin». Effectivement. OK. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a fait passer le message que vraiment il y a, une seule santé, que la santé des sols impacte directement la santé des hommes, que la qualité des produits qu'on choisit, va avoir, un impact sur notre santé, pas que, les sortes d'aliments, mais également la qualité des aliments en eux-mêmes. Si les personnes se demandent: «Mais où est-ce que je peux retrouver ces produits Bleu Blanc Cœur?» Je sais pas trop, où est-ce qu'ils sont. Vous avez cité les magasins U, je crois qu'ils en ont, beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Quand on me pose toujours la question, quand je fais une course et maintenant j'ai ma réponse, je dis: «Bah, allez sur le drive, Super U parce qu'il y a un filtre, où tu peux acheter tous les produits Bleu Blanc Cœur, il y en a des centaines et s'il y a pas de Super U chez vous, il y a aussi un site, qui s'appelle Pour de Bon, qui est un site de vente, en correspondance là, de digital où il y a aussi un filtre Bleu Blanc Cœur et où il y a, aussi des produits, j'en ai pas parlé, mais des produits qui sont à la fois bio et Bleu Blanc Cœur, qui sont super intéressants. Super. Bon, bah, voilà, au moins on sait où aller les chercher. Merci beaucoup Pierre, c'était, très intéressant et voilà, j'espère que le message passera et je vous souhaite, bah, une bonne journée. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis à bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.